Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission En toute vérité. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir l'honorable Jacques Koko Moulongo, député national élu de la circonscription de Lubumbashi. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau, je me fais accompagner d'Héritier Maïla. Bonsoir. Bonsoir Sanga, bonsoir aussi aux téléspectateurs de l'émission En toute vérité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avec l'honorable Jacques Koko Moulongo, nous allons tirer le bilan des activités qui se sont déroulées au cours de l'année 2012 dans un contexte tout à fait particulier pour le compte de l'opposition, bien entendu. Vous êtes membre d'un parti politique de l'opposition, l'UDPS. Globalement, comment est-ce que vous jugez le bilan des activités menées par l'opposition au cours de cette année qui vient de s'achever? Très promettant, Captiva, Monsieur Captiva, très promettant. C'est vrai que tout en étant minoritaire au Parlement, c'est un peu difficile, je dirais même très difficile, mais nous nous battons, quarantaine de personnes de l'UDPS associées à ceux de la Force acquise au changement, FAC. Je crois que l'UDPS est en train de faire un très grand boulot par rapport à la législative passée où le MLC était en tête. Et vous avez vu, il y a eu beaucoup de problèmes de lacunes, mais l'UDPS, depuis la présence de l'UDPS, je crois que les choses sont en train de donner un résultat. Et vous l'avez remarqué déjà avec la CENI, il y a déjà un très grand résultat. Honorable, comme vous dites que le bilan était très promettant, mais que vous êtes en minorité, bien entendu, au niveau du Parlement, Assemblée nationale, Sénat y compris. Est-ce que concrètement, nous vous avions vu à 2 ou 3 reprises claquer la porte de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui peut justifier cet acte? Merci beaucoup. Claquer la porte, c'est tout simplement parce que on a un règlement d'intérieur qu'on doit respecter. Et ce règlement d'intérieur, quelquefois, n'est pas respecté. Et c'est tout à fait normal, quand le règlement d'intérieur n'est pas respecté, que nous sortions. C'est tout à fait normal. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois, nous avions invité le Premier ministre, M. Matata Ponyo, qui, pour venir, c'était tout un problème. Il nous a, la première fois, dit qu'il était très malade. La deuxième fois, il est quand même venu, malgré lui. Il a prononcé son discours à la tribune. Après le discours, eh ben, il y a eu une motion d'une dame députée de la majorité qui est passée pour demander à ce que Matata Ponyo, le Premier ministre Matata Ponyo, puisse rentrer à ses occupations parce qu'il avait déjà tout dit, alors que nous l'avions invité pour un débat. C'est juste un exemple que je donne pour vous faire comprendre pourquoi nous quittons souvent l'hémicycle. Et au moment où le Premier ministre Matata Ponyo doit partir parce qu'il a d'autres occupations, le président de l'Assemblée, le président Minakou, demande à ce qu'on passe au vote. Comment voulez-vous qu'on passe au vote pour quelqu'un qu'on a déjà invité à la tribune et qui est déjà présent? On ne peut pas passer au vote. Le règlement d'intérieur l'interdit. Une fois qu'un ministre est invité, eh ben, il doit faire un débat d'une question orale où nous devons débattre tous ensemble et savoir si c'était un problème de l'Est. Eh ben, on n'a pas eu de solution. Eh ben, nous sommes sortis parce que le règlement d'ordre intérieur a été violé. Comment est-ce que vous dites que votre bilan était promettant du fait que vous mettez en actif la modification de la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI à votre actif, d'autant plus que vous êtes minoritaire au sein de l'Assemblée nationale? Pensez que c'est la majorité qui a apporté beaucoup plus son poids pour qu'on puisse modifier cette loi? Oui, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de mécontents au niveau de la majorité. Vous savez, il n'y a pas que l'opposition qui a été mécontent pendant ces élections. Au niveau de la majorité, vous devez déjà compter une vingtaine ou trentaine de personnes, je ne suis pas très sûr, qui sont rentrées par le couloir de la Cour suprême. Eh bien, ils se sont associés à nous. Et je dirais aussi, il y a nos amis de l'Est qui ne sont pas très contents de Mulunda. Vous savez, nous sommes des humains, nous restons des humains malgré tout. Nous pouvons appartenir à la majorité ou à la minorité. Je crois que quand on veut un changement, on y tient, on oublie un peu son côté politique. Et c'était une décision qui, certainement, selon moi, a été prise de manière congolaise, sans oublier qu'il y a une majorité et une minorité. Héritier Maïla. Honorable Koko Moulongo, vous venez de parler d'une quarantaine de députés de l'UDPS qui siègent à l'Assemblée nationale. La question que je vous pose, est-ce que vous êtes toujours dans l'UDPS? Mais bien sûr, je suis toujours dans l'UDPS. Mais qu'en dites-vous sur l'auto-exclusion de ceux qui n'ont pas eu l'autorisation du parti pour siéger à l'Assemblée nationale? Lorsqu'on dit auto-exclusion, c'est en français. On ne s'auto-exclut pas. Vous ne pouvez pas dire de quelqu'un que
il s'est auto-exclu. Quand quelqu'un s'est auto-exclu, lui-même, il quitte. Vous ne pouvez pas dire le député Koko Moulongo s'est auto-exclu. Nous parlons français. Je voudrais répéter. Excusez, vous n'avez pas encore terminé. Je n'ai pas terminé. Je sais que c'est une question très difficile, surtout pour nos électeurs. D'ailleurs, nous sommes un des partis politiques qui avons siégé avec beaucoup de souffrance, n'est-ce pas? Vraiment avec des larmes aux yeux, parce que nous n'avons pas très bien fêté notre victoire, vu que notre président, avec tout ce qui s'est passé, vous le savez, nous n'allons pas le répéter ici. Mais sinon, il était important pour l'UDPS de siéger. Et si vous êtes dans l'UDPS, est-ce que vous pouvez nous dire si vous participez réellement aux réunions du parti? Non, honnêtement, la seule fois où nous avons eu une réunion avec le parti, c'est lorsque nous avons eu le nouveau secrétaire général qui a remplacé M. Chabani. Celui-là, je pense qu'il est ouvert et il a une autre vision. Il a invité tous les députés de l'UDPS pour voir comment nous pouvons travailler ensemble. Donc, je crois que la plaie commence à se cicatriser. Petit à petit, nous sommes en train d'entrer dans le jeu enfin, dans la famille même de l'UDPS. Et nous étions à l'anniversaire du président Tshisekedi pour ses 80e année d'anniversaire. Ça s'est très bien passé. Il nous a reçus et la fête s'était très bien passée. Nous n'avons pas parlé du passé. Je pense que c'est un début. Enfin, il est en train de récupérer ses enfants petit à petit. Mais de toute façon, lui qui ne reconnaît pas les institutions de la République, pour lui, donc ça ne sert à rien que vous puissiez siéger à l'Assemblée nationale que lui ne reconnaît pas. Comment est-ce que vous allez évoluer dans une institution que lui ignore? Oui, le président Tshisekedi, le docteur Tshisekedi est un grand homme. Vous savez, tout grand politicien, quand il a déjà pris une décision, c'est souvent très difficile de rentrer en arrière. Vous devez comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il agit de la sorte. Vous savez, quand vous êtes blessé, que vous savez que vous avez gagné, il est tout à fait normal que... Et vous voyez, tout ce que le président Tshisekedi est en train de demander, c'est ce qui se passe avec le M23 qui en profite sur le nom de cette légitimité pour faire sa guerre. Donc, et c'est le même discours qu'il y a en Centrafrique. Et si ça ne marche pas très bien, c'est tout simplement parce que on a l'impression que il y a manque de légitimité. Il est beaucoup plus déçu parce que vous, ses enfants, comme vous venez de le dire, vous l'avez trahi. C'est tout à fait normal. Je pense que nous pouvons parler du mot trahison en ce moment-là, parce que la blessure était encore forte, c'est normal. Mais je me rappelle que moi, quand j'ai rencontré le docteur Tshisekedi, il m'a posé la question si j'allais siéger. Je lui avais dit oui. Il m'avait dit, l'UDPS c'est la démocratie. Si tu peux amener un résultat, eh ben c'est toi. Et je pense que c'est ce que je vous dis, c'est la première année. Et moi, certainement, je peux vous dire qu'il y a un résultat. Il y a un résultat qui est en train de venir, lentement mais sûrement. Et on s'associe. Enfin, je dirais même que la majorité est en train de s'associer à nous, tout en ne respectant pas souvent le mot d'ordre de la majorité. Honorable Koko Moulongo, est-ce que vous n'êtes pas en train de siéger pour éviter de perdre votre mandat de député? Non, je suis un élu du peuple, je dois siéger. C'est logique. Je suis un élu du peuple. Je crois que c'est logique. Mais si vous nous avons une constitution et cette constitution demande à ce qu'on siège lorsque nous sommes un élu du peuple parmi les 500 personnes. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre votre base parce que, qu'on ne se voile pas la face, c'est suite à ces leaderships d'Étienne Tshisekedi que Koko Moulongo et Fabien Moutombo ont été élus ici à Lubumbashi? C'est un problème de famille. C'est un problème de famille. Je ne pourrais pas dire certaines choses ici. C'est vrai que je tiens beaucoup à ma base et j'en profite pour souhaiter les meilleurs vœux et une bonne année 2013. Je crois que la base, c'est une famille. Ils connaissent les problèmes. Dans une famille, il y a toujours des problèmes. Mon grand souci, ce n'est pas de flatter ma base, mais c'est de dire à ma base la vérité. À savoir, éviter la politique de la chaise vide qui n'a jamais payé. Et pourtant, ça a été le refrain de tous les temps de l'UDPS. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous contredire donc à l'UDPS? Non, je parle d'une réalité politique. C'est vrai, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Et la politique de la chaise pleine ou occupée, qu'est-ce qu'elle a payé en fait? Elle paye beaucoup. Elle paye beaucoup. Il faut être dans les institutions de l'État. On ne peut pas continuer à faire de la politique en dessous d'un arbre. Il faut être présent dans les institutions de l'État. Et le grand résultat, c'est qu'au niveau de la CENI, cette fois, il y aura une présence de l'UDPS.
Présence de l'UDPS, comme vous l'avez dit, donc cette fois-ci, qu'est-ce que vous comptez apporter de spécial dans cette nouvelle configuration de la CENI? Oh, vous savez, déjà, la présence de l'UDPS, c'est déjà un grand changement. Il suffit d'avoir quelqu'un en qui on peut croire, qui ne peut pas changer de face, comme nous l'avons vu, permettez-moi de le dire, avec le MLC, qui est à la tête, enfin deuxième vice-président, qui carrément s'est retourné contre sa famille politique. Avec l'UDPS, je pense qu'on aura quelqu'un qui pourra être honnête, correct. La société civile, c'est une très bonne chose aussi, mais la plus grande chose, c'est le départ du président Mukunda. Ça, c'est le fruit de notre bataille. Donc vous comptez, comme c'est bien clair au niveau de la CENI, il y aura cette fois-ci la société civile qui semble-t-il va occuper la présidence. Est-ce que cette fois-là, vous pensez que les histoires vont se passer dans la transparence que vous réclamez tant? C'est une autre guerre dans une guerre. Donc il faudra bien tamiser et savoir... vous savez, je sais que la majorité va se battre pour que la société civile, qui tire plus le drap de leur côté, de la société civile, parce qu'il faut reconnaître que la société civile ne sera pas nécessairement neutre. C'est des gens avec des sentiments qui pourront être du côté de la majorité comme de l'opposition. C'est encore une autre guerre qui va continuer. Honorable Koko Moulongo, la plénière de la CENI aura 26 membres. Est-ce que ce n'est pas une plénière budgétive? Oui, je pense que si. Je crois qu'il y a une petite exagération. 26 membres, c'est un peu trop. Personnellement, j'ai pensé aussi que... c'est clair, conformément aux 26 futures provinces de la République démocratique du Congo. Oui, il faudra qu'il puisse y avoir représentativité. Oui, mais ce n'est pas nécessaire que cette représentativité soit de 26 personnes, nécessairement. Je pense qu'il y a moyen de donner une représentation de 2 provinces pour une personne, 2 provinces voisines, pour éviter... Nous sommes dans un problème de budget, vous savez, il n'y a pas d'argent. Je crois qu'il faut éviter des dépenses inutiles pour le moment. Comment est-ce que l'honorable Koko Moulongo a réagi à la décision du chef de l'État renvoyant la loi sur les finances publiques à l'Assemblée, au Parlement bien entendu, pour que vous puissiez retoucher ça, le réadapter par rapport à la situation des guerres de la République démocratique du Congo? Bon, je pense que c'est bien de voir que le président de la République est en train aussi de comprendre certaines choses. Vous devez savoir qu'une guerre n'est pas nécessairement dans le budget parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça intervient. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un budget dans une situation de guerre. Je pense que les choses sont très difficiles pour lui en ce moment. Eh ben, je crois qu'il doit mettre beaucoup plus de moyens pour la guerre. Il est tout à fait normal si nous avons négligé la partie de la gestion de la guerre pour qu'il renvoie ça. Je crois que c'est constitutionnel. Nous allons retravailler là-dessus et voir comment nous pouvons équilibrer les choses. Nous avons besoin d'une sécurité pour ce pays. Je crois que c'est important. Et vous, l'opposition, paraît-il que vous aviez un projet de budget, vous aviez des suggestions à émettre par rapport à ce projet présenté par le gouvernement de la République qui n'a pas été accepté. Pour vous, si par rapport aux estimations, le budget peut être estimé à quel volume pour qu'on puisse prendre tout le problème en compte? Vous savez, ça ne sert à rien de rêver. C'est une question très pertinente, mais il est très difficile de dire exactement combien on veut. On ne peut pas dire on veut autant, tant qu'on connaît les réalités. Je crois que le budget était de 7 milliards point quelque chose. C'est par rapport aux réalités du pays. C'est par rapport aux réalités du pays. Mais le plus grand souci pour moi, c'est que nous avons... Le président de la République a beaucoup promis pour le social. Et le social n'est pas respecté parce que 5% pour le budget pour le social, c'est trop peu. Maintenant qu'il y a aussi cette guerre, ça devient encore plus difficile. Un pays, si nous voulons avoir un grand budget, nous devons commencer d'abord par produire aussi. Nous ne pouvons pas compter nécessairement sur les recettes des entrées, des imports et des exportations, surtout des importations. Donc nous devons lutter sur la production. Il doit y avoir un slogan dans ce pays, à part la révolution de la modernité, avoir un slogan sur la priorité des priorités, la production, ne pas avoir peur d'être industriel, parce qu'on a l'impression que le Congolais commence à avoir peur d'être industriel, et laisser la place aux Libanais, aux Grecs, et très très bientôt aux Nigérians, j'ai vu ça à Kinshasa. Donc le Congolais doit avoir l'esprit industriel. Ainsi, dans le budget, si ce pays commence à produire, on peut maintenant parler de voir comment développer ou bien améliorer ce budget-là. Pour le moment, je crois que ce qu'on a, c'est ce qu'il faut. Il y a la stabilité du cadre macroéconomique.
qu'il faudra féliciter à ces niveaux-là le gouvernement Matata Ponyo. Non, non, écoutez, je crois que celui qu'il faut féliciter, honnêtement, parce que cette stabilité, elle est beaucoup plus monétaire. Oui, et c'est le gouverneur de la banque qui est en train de faire un très grand travail dans ce secteur-là. Merci bien, Héritier Maïlan. Honorable Koko Moulongo, pour évoluer, parlons maintenant de votre mandat. Pouvez-vous dire aux téléspectateurs qui vous suivent actuellement, quelle est votre contribution personnelle à l'Assemblée nationale? J'ai beaucoup lutté pour être dans la commission de l'environnement. Malheureusement, la présidence était donnée à la majorité. Donc nous, l'opposition, parce que je sais qu'au moment où je faisais ma campagne, j'ai beaucoup promis d'arrêter la pollution dans le Katanga. C'était ça mon problème, c'est ce que je disais aux électeurs. Et essayer aussi le changement de mentalité qui est très important, parce qu'on ne sait rien faire sans changement de mentalité. Bon, il se fait que l'environnement, j'ai pu, parce que c'est ce qui a été donné à l'opposition, tirer la couverture en prenant la sous-commission du tourisme, qui est très négligée par beaucoup de députés. J'ai pu gagner aux élections devant M. Ndangbele du MLC. Ben voilà, je suis président de la sous-commission du tourisme et c'est un défi pour moi. Je veux montrer à la population congolaise et à mes électeurs qu'avec le tourisme, on peut faire mieux que les mines. Concrètement, qu'est-ce que vous avez proposé dans ce secteur? Il faut d'abord qu'on ait un code du tourisme parce que j'ai appris qu'on ne l'a pas encore. Nous devons avoir un code du tourisme parce que l'argent, les investissements dans le tourisme ne viennent pas nécessairement de notre pays. Ça vient souvent de l'extérieur. Mais il faut qu'il y ait du sérieux, qu'il y ait un code de tourisme.